Je m'appelle Melville Poupeau. Il a commencé le cinéma à l'âge de 10 ans devant la caméra de Raoul Ruiz. Depuis, il n'a jamais cessé de tourner. Éric Rohmer, François Ozon, Xavier Dolan ou Valérie Donzelli, avec à son actif près de 90 films en 40 ans de carrière et 5 nominations au César. Entre-temps, il a aussi été musicien, réalisateur et écrivain. On le retrouve aujourd'hui dans Privilège, une production HBO en compétition officielle à Sérimania, un thriller haletant dans les coulisses d'un palace parisien. J'ai besoin d'infos. Marc Pépot, tu situes? Vous voulez quoi? Documents financiers, des papiers d'avocat. Tu prends des photos et tu me les envoies. On consigne tout des clients. Leur goût, leurs allergies, leur taille de jean. Je fais quoi si je me fais choper? Bah, tu te fais pas choper? Bonjour Melville Poupeau. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Vous jouez donc ce directeur tout-puissant dans Privilège, directeur d'un palace parisien. Donc c'est 6 épisodes de 52 minutes et un slogan. Le luxe se paye, le pouvoir se prend. Vous avez aimé jouer cet homme si sombre, si dangereux? J'ai aimé d'autant plus que je suis un petit peu à l'origine de la tournure qu'a pris le personnage en cours de production, parce que la première fois que j'ai rencontré les auteurs Marie Monge et Vladimir de Fontenay, je leur ai dit, votre scénario est génial, j'adore le côté palpitant, le thriller, mais je trouve que le personnage du directeur d'hôtel, il pourrait être plus sulfureux, plus dark, plus ambigu, plus gangster. Et j'avais en tête ce film Casino de Scorsese, où tout à coup, un gangster se retrouve patron d'un établissement. Sauf qu'à l'intérieur de lui, il a ses réflexes de mafieux, ce côté un petit peu voyou, ce côté un petit peu violent, mais il est obligé de mettre son costard et de prendre sur lui pour sourire à tout le monde, pour être avenant, très rond comme ça. Et plus la série avançait, plus le tournage avançait, plus on s'est permis d'aller loin dans le côté un peu destroy, le côté vénéneux, dangereux, mafieux du personnage. Tu sais pourquoi cet endroit s'appelle le Citadelle? Parce qu'il protège ceux qui lui sont fidèles. Ok. C'est pas à moi que tu fais une faveur. Tout ce que vous voulez, je le fais. Bienvenue parmi nous. On a du mal justement parfois à cerner votre personnage qui est à la fois bienfaiteur, qui peut être très bienveillant, mais en même temps très mauvais, très manipulateur. Est-ce que quand vous l'avez joué, vous avez réussi à mieux le comprendre, à savoir de quel côté il penchait entre le bien et le mal? Je pense qu'il est franchement très manipulateur. Et je pense qu'à chaque fois qu'il est cool et bienveillant, comme tu dis, c'est pour obtenir quelque chose en retour. Mais ça, comme il a en face de lui Manon Brèche, enfin le personnage qu'elle joue, qui s'appelle Adèle, qui, elle, vient carrément de la prison et encore plus aguerrie, je dirais, elle le sent tout de suite et du coup, elle sait y répondre. Et c'est pour ça que lui, il a assez vite, finalement, une espèce de... Il y a un effet miroir entre les deux personnages, ils se reconnaissent. Et lui, il commence à avoir de plus en plus de respect pour cette fille qui comprend les codes, qui à la fois le sert lui, mais en même temps essaye aussi de jouer sa partie à elle. Donc il y a vraiment une espèce de complicité. Et ce qui est beau dans la série, c'est que, pour une fois, un mec blanc de 53 ans et une jeune fille de 25 ans qui vient d'un autre milieu ont pas un rapport de séduction avec un peu libidineux, je sais pas quoi. C'est vraiment, finalement, ils arrivent au même niveau et il y a beaucoup de respect entre les deux et ils font une association de malfaiteurs, en fait. J'ai besoin d'infos. Le moindre appel à la conciergerie, je veux être au courant. Tout ce qui rentre ou qui sort de chez lui, je veux le savoir. Où il va, la marque de son fil dentaire, s'il couche avec son promeneur de chien, au moins quelque chose. Mais quelque chose en particulier? T'as écouté ce que je viens de te dire? J'espionne. Tu restes attentive. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ce côté-là. Ce que j'avais relevé, par contre, c'est que votre personnage, il est subordonné à une femme et pas à un homme blanc de plus de 50 ans. Une femme dont il devient presque un peu le toy boy. Il est un peu objectivé. Il devient aussi un objet de désir, cet homme-là. Et c'est un peu ce qui le rend fou aussi, j'ai l'impression. C'est vrai. C'est un des aspects de la série, c'est-à-dire que tout le monde a quelqu'un au-dessus de lui. Tout le monde est en train de servir quelqu'un. Que tu sois la femme de chambre qui doit en référer à ton supérieur, qui doit en référer au chef de département et tout ça. Et même en haut de la pyramide, cet Édouard Galzin lui-même, il rend des comptes à la famille à qui appartient vraiment l'hôtel, les Fétani. Et il se
prostitue d'une certaine façon en ayant une relation sexuelle avec la fille du propriétaire, et on imagine que c'est aussi pour garder sa place et garder un maximum de pouvoir sur la famille, et garder sa position. Et c'est ce qui est assez beau, c'est-à-dire que le personnage d'Adèle, elle arrive à gravir les échelons, non pas par le mérite, mais par son côté plus smart, plus fine. Et donc c'est deux personnages qui ont des comptes à rendre, mais que finalement, ils ont envie de s'émanciper. C'est une sorte d'émancipation. Elle se prostitue pas, contrairement à vous, dans la série. Mais elle est quand même... Non, il n'y a pas de sexualité du point de vue de son personnage, mais elle est ma subordonnée. Elle accepte de me servir quand même. Ouais. Mais il n'y a pas de sexualité là-dedans. Oui, c'est ça que je trouve très original. Justement, c'est plutôt votre Ah, mais personnage moi qui c'est prend clair. sur lui Mais moi, ce je leur ai côté-là. dit, moi, je suis OK pour faire un maximum... Surtout, je vais vous dire une chose, mademoiselle. Aujourd'hui, sur les tours... Moi, j'ai commencé dans les années 83, où c'était très sauvage, j'étais un enfant. Et entouré d'adultes. Et c'était très sauvage. J'ai eu de la chance, je suis tombé sur des auteurs et des gens très bienveillants, et on a fait des films géniaux dans notre coin, sans argent, mais qui sont quand même devenus un petit peu mythiques pour les cinéphiles, bref. Et aujourd'hui, on nous met des coordinateurs d'intimité. Et au début, en tant que vieux, je me dis genre, ah, mais c'est bizarre, avant, il n'y avait pas ça. Et en fait, ça a bénéficié vachement, notamment à cette série. C'est-à-dire que chaque scène de sexe dans la série, avec tout le monde qui était OK avec ce coordinateur d'intimité qui était très efficace et très précis et très pointu et tout ça, ça fait que les scènes de sexe vont en fait plus loin et racontent beaucoup plus de choses sur les personnages. Moi, mon personnage qui a des scènes de relations sexuelles avec la patronne, on voit très bien que le mec est en train de se prostituer. Et pareil, quand Adèle tout à coup se lâche parce qu'elle a fait 20 mois de prison et qu'elle a tout à coup un rapport sexuel, elle se lâche parce qu'elle en profite, elle redécouvre son corps, sa sexualité. Donc en fait, tout ça pour dire que c'est aussi une série qui parle de ces choses-là de façon assez subreptice et subtile. Mais vous qui avez justement traversé 40 ans de cinéma et d'histoire du cinéma, ça vous a aussi servi en tant qu'acteur, ces coordinateurs d'intimité? Oui, absolument. Vous sentez que vous êtes allé plus loin justement grâce à ça? En tout cas, je suis allé... j'étais dans un terrain qui était pacifié et assaini. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait des films où tu sentais des regards... J'ai fait un film où j'étais une femme, où j'étais travesti en femme. Laurence Anyways. Et je sentais, habillé en femme, en collant et tout ça, des regards qui étaient très concupiscents et qui me mettaient très mal à l'aise. Alors qu'il n'y avait pas de ça, c'était pas le sujet des scènes, si tu veux. Au moins, quand on fait des scènes de sexe comme ça et qu'il y a quelqu'un qui supervise le truc, tout le monde se détend un petit peu et on essaye on évite tous les fâcheux, quoi. Alors, la première fois que votre personnage rencontre sa nouvelle recrue, incarnée donc par Manon Brèche, pour travailler au Palace, il lui dit, je cite, « La seule règle, c'est qu'il n'y en a pas ». J'imagine que c'est aussi une bonne devise pour vous en tant qu'acteur. Non, mais dans le cinéma, il y a énormément de règles. Déjà, il y a une règle de base, sois cool. Parce qu'un jour ou l'autre, si t'es pas cool, ça va te retomber sur le coin de la gueule. Donc la modestie, le côté bien élevé. En fait, je parle d'un côté bien élevé. Et donc ça, moi, je dirais que c'est plutôt ça, la règle. Mais même là, en plus, là, j'étais sur un tournage où il y avait quand même une nouvelle génération d'acteurs. Moi, quand j'ai commencé le film, je connaissais pas Chodor Funtek, Manon Brèche, Eva Huot, je les connaissais pas comme acteurs. Et j'ai vu comment ils se comportaient, et je me suis dit, genre, putain, les mecs, ils sont toute la journée en train de se filmer, et d'être sur les réseaux, et d'ouvrir leur gueule sur le moindre sujet, ou alors de faire des pauses, ou des machins comme ça. Je me disais, putain, mais moi, j'aurais fait ça dans les années 80, je serais déjà mort 12 fois. Pourquoi? Parce que ça se trouve, un jour, j'aurais dit une connerie, ou on m'aurait surpris en flagrant délit de je sais pas quoi. Tu vois, c'est un risque que tu prends aussi de t'exposer à ce point-là. C'est un peu menaçant de s'imaginer que tu peux être en permanence capturé ou menacé par un... Vous vous sentez, vous, menacé par justement cette Non, ère bah, des moi, je réseaux sors pas de chez sociaux? moi. Du coup, je sors pas de chez moi. On va passer un peu plus à Oui. votre carrière. Vous avez commencé dans la ville des pirates de Raoul Ruiz. Et c'est vrai que quand on regarde votre filmographie, c'est presque prendre un cours de cinéma. Comment on traverse tout ça, justement? Ça donne Melville Poupeau. Avec une bonne étoile, en vrai. Parce qu'enfant, dans les années 80, les films que je faisais, c'était quand même des films assez underground, un peu tournés en contrebande au Portugal. J'étais un peu livré à moi-même, mais ça s'est toujours très bien passé. Mais c'est de la chance. C'est aussi une bonne étoile qui s'appelle François Ozon, non? Alors après, ça a été François Ozon, ça a été Xavier Dolan, Éric Romer, Desplechin, enfin, il y en a quelques-uns. Nicolas Pariser, Gramide. Mais ce que je veux dire, c'est que moi-même, des fois, je suis surpris de me dire, genre, putain, ça fait quand même 40 ans. Je pourrais presque toucher la retraite, d'ailleurs. Et j'arrive encore à avoir des rôles et à participer à des films dans lesquels on me met en présence, notamment d'une jeune génération, tu vois. Manon Brèche, moi, je suis très reconnaissant à cette série. Et c'est presque pour la rencontre avec Manon Brèche que j'ai accepté cette série. Et j'avoue que des rencontres comme ça,
pour moi, c'est presque au niveau d'une Jeanne Moreau ou d'une Catherine Deneuve quand j'étais plus jeune, des espèces de phénomènes qui arrivent dans ta vie d'acteur. Et tu te dis, OK, ça, je vais profiter du moment et je vais apprendre de ces gens-là. Et ben avec Manon Brèche, je me dis, OK, j'apprends aussi de cette énergie. Et qu'est-ce que vous avez appris alors? Bah, j'ai appris que les choses avaient vachement changé et qu'il fallait saisir l'opportunité et qu'il fallait en profiter un maximum et que le monde avait beaucoup changé. Donc j'aime bien terminer mes interviews avec des petites questions vraiment de fin. Vous répondez voilà comme ça sans réfléchir. Quelle est la dernière chose qui vous a fait rire? Manon Brèche. Celle qui vous a fait pleurer? Manon Brèche. Non, c'est trop facile. Faut être un peu plus... J'ai pleuré en regardant le film Nouvelle Vague, qui est une espèce de biopic de Jean-Luc Godard, enfin en tout cas qui documente le tournage de À bout de souffle, parce que j'ai trouvé que c'était, dans mon esprit en tout cas, fidèle à cet esprit de frondeur et de liberté des gens de la Nouvelle Vague qui ont fait des films dans les années 60. La dernière chose qui vous a révolté? La connerie humaine. Une musique que vous écoutez quand vous avez besoin d'aller mieux? Bob Marley. Bob Marley, laquelle? One Love. Merci Melville Poupeau. De rien, merci. Plusieurs joueurs, la même question. Qui peut deviner avant la fin de la partie qui va manger qui? J'ai personne qui comprend mon ambition. Nous faisons tous partie de la stratégie de quelqu'un. Méfie-toi de ce gars. On te demande, tu obéis. Vous êtes en violation de votre semi-liberté, là, et en délit de fuite. Donc je fais quoi, moi? Non, il y a un truc que t'as pas compris. On n'en dit pas, ça part du gâteau.